Bonjour, je vous parle du SPVM, le service de police de la ville de Montréal, le quartier général, où nous accueille le directeur, son directeur, M. Sylvain Caron. Bonjour. Bonjour. En compagnie de Frédéric Boiron, consultant indépendant externe auprès du SPVM. Bonjour. Messieurs, merci. Merci de m'accueillir dans ce sublime et, comment vous dire ça, légendaire immeuble pour parler un peu de votre travail. Et particulièrement je voudrais m'attarder sur ce que vous avez appelé le virage culturel du service de police de la ville de Montréal. Au mois de juillet 2020, vous avez présenté un nouveau plan, une nouvelle politique d'interpellation policière. Vous vous êtes adjoint les services de Frédéric Boiron comme consultant indépendant externe pour apporter un certain nombre de changements. Nous sommes quasiment un an après et je sais que je me fais le porte-parole de nombreuses personnes parce que c'était attendu et c'est de savoir où en sommes-nous. Ben, je vais lancer la question comme ça. Où en sommes-nous de ce virage culturel, pour reprendre vos propres mots, M. Caron? Alors, bon matin. Je suis très heureux de vous accueillir ici au service, évidemment, dans votre quartier général. Alors, évidemment, c'est la première politique qui existe au Québec, la politique d'interpellation, qu'on a présentée au public le 8 juillet 2020. Politique qui n'existait pas. Alors, évidemment, suite à plusieurs recommandations qui ont été effectuées, suite à des consultations au niveau de la ville, on devait revoir un peu nos pratiques. Comme toute organisation, un jour, il faut revoir un peu la façon qu'on travaille. Alors, la politique qui a été présentée à la population vient encadrer et définir clairement pour tous les policiers du service une meilleure compréhension de ce qu'est une interpellation. Parce qu'on sait qu'il y a eu toutes sortes d'événements ou d'incidents qui sont survenus dans le passé. Alors, on est venu donner une définition puis préciser le travail qu'on s'attend de nos policiers. Alors, depuis cette présentation-là, et en même temps que la présentation a été faite, on s'est associé avec un conseiller indépendant, M. Boiron, qui est ici ce matin, que je remercie d'ailleurs. M. Boiron, de par son expertise, ses connaissances, évidemment, comme sociologue. Alors, il était un apport important pour avoir un regard externe. Alors, évidemment, on travaille dans une organisation publique, on travaille avec la population, on travaille avec les organismes, mais c'est important de se faire challenger, comme on dit. Alors, M. Boiron est là pour voir qu'est-ce que le SPVM peut faire de mieux ou qu'est-ce qu'on doit corriger, autrement dit, ou améliorer pour être capable de bien desservir notre population, les différentes communautés. Alors, suite à la présentation de juillet dernier, l'enjeu important qu'on a, c'est de présenter cette politique-là à l'ensemble de notre personnel. Alors, évidemment, la pandémie nous a obligés à retarder un petit peu son déploiement, de sorte que tous les policiers et policières du service, enquêteurs, patrouilleurs, ont reçu la formation d'environ 3h30, 4 heures de cette politique-là, en petits groupes de 20 personnes pour être capable d'échanger avec les gens qu'on a formés. De sorte que le 1er mars 2021, donc tout récemment, en mars 2021, la politique est devenue en vigueur. Alors, cette politique-là, maintenant, permet à tous nos policiers de bien comprendre qu'une interpellation, que ce soit dans l'Est, dans le Nord ou dans le Sud, peu importe sur le territoire, on a toute la même compréhension. Parallèlement à nos travaux qu'on a effectués, également, le ministère de la Sécurité publique a évidemment publié une pratique policière en rapport avec l'interpellation policière. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été effectués auprès du ministère également. Alors, puis on continue. Cette politique-là est évolutive. C'est pas finalisé. On a commencé en mars 2021. On a 8 personnes, on appelle ça des coachs en interpellation. On a identifié 8 personnes dans l'organisation qui accompagnent nos policiers et policières au quotidien pour faire vivre cette politique-là, pour la préciser, puis la faire mieux comprendre. C'est un changement important. C'est un changement important. On peut penser qu'une politique, c'est banal, mais c'est un changement important dans la culture policière d'avoir une politique sur l'interpellation. C'est une première. Alors, on s'est donné tous les moyens nécessaires pour permettre à notre personnel de mieux la comprendre, de venir encadrer le travail et de leur expliquer les motifs pour lesquels on est rendu là aujourd'hui en 2021. Permettez-moi de vous interpeller sur quelques mots que vous avez utilisés. On sait que cette politique est née d'un problème, parle de profilage racial et social. Là, vous venez de me dire que chaque policier a eu 3 heures de formation. Est-ce que c'est suffisant? Ça ne sera jamais suffisant, monsieur.
il faut plusieurs petits gestes pour faire un changement qu'on veut opérer. Moi, j'appelle ça un changement de culture. Là, pour opérer, puis je pense que M. Boiron pourrait rajouter, il faut plusieurs petits gestes pour être capable d'amener à opérer un changement important dans l'approche, parce qu'on est formé d'une façon, on vient d'un milieu X, alors on a tout, à quelque part, notre vécu comme personnel, comme personne, et l'encadrement policier dans lequel on évolue a un historique quand même. L'organisation existe depuis plus de 175 ans. Alors, évidemment, on a du travail de changement à amener. Puis un changement, ça s'opère par des petits gestes. Alors, c'est un geste de plus, c'est pas suffisant, mais c'est un geste important, puis il faut continuer. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle on a des coachs qui accompagnent. Puis on est encore en réflexion à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour être capable de continuer à améliorer nos pratiques, puis à améliorer nos interventions sur le terrain. Vous dites que ça prend c'est chaque geste, chaque petit geste qui compte. Monsieur Caron, comment vous dire ça? On a ce sentiment, et je pense que tout le monde est unanime là-dessus, c'est ce sentiment de confiance entre le service de police de la ville, les policiers et certains citoyens. On a depuis un bon bout de temps l'impression qu'il y a un bris de confiance. Mais ce bris de confiance, il n'a pas été soudain. Ça a été aussi, comme les petits gestes dont vous parlez, ça a été long. C'est venu petit à petit. Est-ce qu'il ne faut pas des mesures peut-être plus, je vais dire quoi, plus radicales pour imposer un changement plutôt que de petits gestes? Il faut des changements continus. Alors, on s'inscrit dans une amélioration continue de gestes concrets. Vous avez, par exemple, la campagne de recrutement qui est actuellement en cours depuis le mois de mai, devient un agent de changement au niveau du recrutement, au niveau de nos interventions. Hier, on présentait une nouvelle équipe de concertation communautaire de rapprochement, une nouvelle approche de patrouille à pied dans différents secteurs de la ville, où des policiers vont travailler à proximité, en rapprochement avec la population locale, les organismes, les jeunes. Alors, c'est un ensemble de petits gestes qui va nous amener à changer, évidemment. Puis oui, c'est vrai ce que vous dites, que la confiance est très difficile à gagner et très facile à perdre. Alors, puis, malheureusement, il arrive des incidents. Alors, il faut être capable de trouver un équilibre là-dedans pour regagner la confiance des gens, retravailler un peu, évidemment, avec les organismes du milieu. Alors, tous ces aspects-là sont actuellement en travail. Il y a des initiatives qui sont faites. Malheureusement, avec le contexte qu'on connaît actuellement à Montréal de violences armées, les violences par arme à feu, alors ça nous a bousculé, évidemment, rapidement à prendre des actions concrètes, avoir un plan de travail à laquelle on inclut, évidemment, nos organismes de milieu, parce que la sécurité, là, c'est pas juste l'affaire de la police. Alors, la police doit travailler avec le milieu, et c'est dans ce sens-là qu'on travaille actuellement à faire des changements, puis améliorer nos pratiques, puis être plus proche de la population dans les différents secteurs de la ville. J'ai eu un entretien avec Frédéric Boiron au mois de février, si mes souvenirs sont bons. Ils sont bons, c'était au mois de février. Le rapport que vous avez fait, Frédéric, a été déposé au mois de novembre 2020. J'imagine que dans ce rapport, il y avait un certain nombre de recommandations. Qu'est-ce qu'il en est de ces recommandations? C'est quoi, par exemple, ces recommandations? Est-ce qu'il y en a qui sont, par exemple, déjà mises en œuvre? Est-ce que c'est quelque chose qui sera public ou ça reste interne? Ça fait 4 questions en une, mais on se comprend. D'accord. Bon, oui, d'abord, je précise que je suis un consultant externe indépendant. Donc, moi, j'ai soumis mes recommandations à M. Caron et son équipe. Elles ont été accueillies telles quelles. Il n'y a pas eu, on ne m'a pas demandé de reviser, d'ajuster ou quoi que ce soit. Donc, merci pour avoir respecté mon travail en ce sens-là. Dans les recommandations, entre autres, je disais que dans la politique d'interpellation elle-même, l'élément le plus faible, c'est la question des faits observables. Donc, le policier qui interpelle quelqu'un doit le faire sur un fait observable. Donc, il faut qu'il ait une raison valable, finalement, pour interpeller la personne. Et je dis en réalité que ça laisse encore place à énormément de subjectivité. Donc, il faut qu'on regarde ça, mais en même temps, la recommandation aussi, c'est de dire il faut réanalyser
l'ensemble des interpellations qui sont faites dans le cadre de la nouvelle politique, puis de regarder comment les policiers les ont appliquées. Je pense que cette recommandation-là a été retenue telle quelle, de revoir ça. L'autre chose, c'est que je dis que la majorité des citoyens, incluant moi-même, ne connaît pas nécessairement la différence entre une interpellation et une interception. Ce serait bon d'expliquer ça. Je vais l'expliquer, mais je pense que la recommandation, justement, c'est que le service de police l'explique aux citoyens. L'interpellation, à ma compréhension des choses, vous me corrigerez si je me trompe, M. Caron, à ma compréhension des choses, l'interpellation, c'est pour un piéton, alors que l'interception, ça a rapport au code de la route. Dans le contexte du code de la route, la personne est tenue, le conducteur est tenu de s'identifier quand il est intercepté par un policier. Après, on pourra toujours faire le débat sur le driving while black et tout ça, ça c'est autre chose. Mais je pense que c'est important que le citoyen et la citoyenne sachent que quand un policier arrête quelqu'un qui est au volant, il est prévu par la loi de pouvoir lui demander de s'identifier. Dans le cas d'une interpellation, donc un piéton, la personne n'est pas tenue de s'identifier dans la mesure où le policier ne lui présente pas le fait observable. D'accord? Donc, il doit s'identifier si le policier lui donne une raison valable, si on veut, pour lui demander de s'identifier. Alors, ce que je vois maintenant dans les médias sociaux, ce sont des conducteurs qui disent « je ne suis pas tenu de m'identifier ». Et si on n'éclaircit pas ça, on va se retrouver avec un ensemble de problématiques, un ensemble d'éléments qui pourraient causer des incidents malheureux. Donc, pour moi, c'est important. Ça, c'est une des recommandations qui était extrêmement importante pour moi. M. Caron vous a parlé tantôt, là, une autre recommandation, il a parlé de la campagne sur agents de changement. Oui, c'était très, très important pour moi parce que, en fait, pas pour moi, pour les Montréalais et les Montréalaises, parce que, dépendamment des communautés de provenance des jeunes qui seraient intéressés à la police, les gens n'ont pas le même rapport dans leur pays avec la police. Donc, je regardais surtout le rapport des chercheurs sur les interpellations et on se rend compte, particulièrement pour les femmes autochtones, qu'une bonne partie de ces données qui disent que les femmes autochtones sont interpellées 11 fois plus que la majorité, eh bien, une bonne partie de ces interpellations, c'est de la relation d'aide. Donc, pour moi, c'était important que le recrutement de la police se fasse non pas uniquement autour du rôle du policier, de la loi et l'ordre, mais aussi de l'agent de changement, qui change un peu l'image de ce qu'on peut avoir sur la police. Parce que quand je regarde même les données, quand j'ai passé énormément de temps avec des policières et des policiers, j'ai même fait une soirée en patrouille, il y a beaucoup plus de relations d'aide que de criminalité à résoudre dans une soirée, voyez-vous. Donc ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants pour moi. Je vais rester sur cette idée de recrutement. Pendant longtemps, moi, j'ai fait partie de ceux qui pensaient que le recrutement justement de Québécois d'origine diverse au sein de la police pour représenter vraiment la société était une solution. Hein? C'est ce que moi, j'ai longtemps pensé, mais on peut recruter, je ne sais pas moi, 10 policiers noirs, 10 policiers autochtones, 10 policiers d'origine asiatique. Est-ce que c'est la culture, non, qu'il faut changer? Est-ce que le fait de les recruter va vraiment changer quelque chose? Je vous pose la question à tous les deux. Comme sociologue, après je réponds. Oui, d'accord, ouais. mais ce que j'ai mis dans mes recommandations, c'est que le SPVM doit devenir un employeur de choix. Un employeur de choix, c'est quoi? C'est que quand on recrute quelqu'un et quand quelqu'un est intéressé à rentrer dans une organisation, eh bien, l'organisation est prête. L'organisation l'attend. L'organisation s'est débarrassée de toute sa culture discriminatoire. Et quand je dis quand quelqu'un, ça peut être pour les femmes, pour les autochtones, pour les personnes LGBTQ, il faut que l'organisation, quand la personne arrive, qu'elle n'ait pas l'impression, ou que c'est pas une impression, dans la réalité, elle n'est pas choisie en fonction
de son origine, de son orientation sexuelle ou de son genre. Elle est choisie pour ses compétences. Mais une fois que la personne rentre dans l'organisation, il faut que ça se sente au quotidien. Il faut que ça se sente au quotidien. Donc, le changement de culture, c'est ça. C'est que quand on va recruter des gens de la communauté noire, par exemple, il ne faut pas que la personne se fasse dire par d'autres, mais tu es là parce que tu es noir, tu es là parce que tu es femme, tu es là parce que tu es homosexuel. Donc, mais tu es là parce que tu es compétent. Alors, c'est ça le changement de... Ça, c'est le regard du sociologue. Que dit le directeur de la police? Alors, évidemment, on s'inscrit tout à fait dans cette démarche-là de devenir une organisation publique inclusive. Alors, toutes les actions qu'on mène actuellement, depuis près de 2 ans, c'est de tenter d'aller chercher les meilleurs candidats-candidates, puis d'être inclusif, évidemment, puis d'éliminer les comportements pouvant être discriminatoires. Alors, la politique est un exemple, un geste, le recrutement, les changements dans nos pratiques, parce qu'il faut revoir certaines pratiques. Alors, exemple, lorsqu'on complétait l'interpellation il y a 3 ans, le système dans lequel on complétait ne contenait pas assez d'informations, c'était très vague. Aujourd'hui, on a corrigé notre système pour que ça reflète où on est rendu en 2021, puis on permet évidemment de faire des interpellations dans un cadre précis. Tout à fait ce que M. Boiron disait tantôt au niveau des faits observables. Bien, on est bien conscient que c'est une première politique. Alors, on travaille à améliorer cette politique-là, à la peaufiner. Puis d'ailleurs, il y a un deuxième rapport de chercheurs qui s'en vient, parce qu'on a eu un rapport de chercheurs à l'automne 2019 qui nous dit ce qu'on disait tantôt, bon, les Autochtones, les Noirs, plus interpellés, etc. On a demandé à nos chercheurs qui sont identifiés, qui travaillent sur ce rapport-là, de venir contextualiser pourquoi on se retrouve là aujourd'hui, puis d'aller un peu plus loin. Alors, dans leur démarche du deuxième rapport, ils ont rencontré, à date, au moment où on se parle, plusieurs policiers-policières pour tenter de comprendre. Alors, on s'attend au rapport au printemps 2022 qu'on va obtenir, malgré les délais qu'on a eus, parce que la pandémie, puis des problématiques de chercheurs, parce qu'il y a un chercheur qui a décidé d'aller en politique, fait qu'on a dû le remplacer en cours de route. Alors, on va avoir un rapport qui va venir nous préciser le contexte des interpellations. C'est-tu des relations d'aide? C'est-tu suite à un appel de service? Bon, etc., etc. Après ça, évidemment, ils vont venir préciser notre politique. Ça va nous aider à aller plus loin dans cette politique-là et venir refaire une nouvelle version de la politique éventuellement, suite aux constats, suite aux améliorations qu'on doit apporter pour être encore meilleur. Ça nous amène à la formation. Et 2018, il y a un plan qui a été rendu public, je pense, c'était sur le profilage racial et social. Je pense que c'était écouter, comprendre, agir. Quand il est paru, on s'est dit, OK, un pas, on vient de faire un pas. Là, on l'a oublié, il y a un nouveau rapport qui sort, il y a un nouveau rapport avec des recommandations par le sociologue Frédéric Boiron. Est-ce que, M. Caron, le SPVM est, par rapport à l'enjeu du profilage social et racial, est toujours dans un rapport aux 2 ans, alors que sur le terrain, la perception qu'on a, c'est que c'est le statu quo, ça ne change pas. Alors, il y a plusieurs recommandations depuis les dernières années. Ce n'est pas juste depuis 2018. Le service de police, depuis plus de 15 ans, a un plan d'action à différents niveaux. Est-ce que la progression a été assez rapide? Probablement que non. Le constat qu'on en fait en 2019, 18-19, on constate que c'est peut-être pas encore assez. Alors, oui, on a encore le plan. On a encore plus de 40 recommandations qui nous proviennent de différentes instances. On a les recommandations de M. Boiron à l'intérieur de ça. Puis il y a beaucoup de recommandations qui se recoupent, évidemment. Alors, on est en action, on avance. Est-ce qu'on avance aussi rapidement que les citoyens souhaiteraient? Peut-être pas. OK? Mais il y a un changement qui s'opère. Puis un changement, c'est long. Alors, moi, ce qui est important avec les équipes, c'est qu'on avance. M. Boiron est mis à contribution. Encore tout récemment, je crois qu'il a rencontré au-dessus de 180. Je ne sais pas si c'est terminé. Il reste peut-être un groupe à faire. Tous les cadres. Oui. Alors, ça, c'est important. Ça fait partie d'une progression. Ça fait partie d'aucune recommandation, ce que M. Boiron a fait au cours des derniers mois. Moi, comme dirigeant, je veux évidemment que M. Boiron poursuive la démarche avec nous pour mettre des choses, une sensibilisation, un échange,
une ouverture à au moins traiter de la situation du profilage ou du racisme systémique ou des biais systémiques. Alors, il faut continuer comme ça. C'est un changement important. Puis ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais clairement, il y a des changements qui s'opèrent. Je comprends que sur le terrain, la population, les citoyens ne perçoivent pas ça concrètement. Mais je peux vous dire qu'on est là, on est présent, on est en action pour changer, puis les gestes vont se faire graduellement, avec l'ensemble de petits gestes qui vont faire que les gens vont s'apercevoir qu'il y a du changement. Frédéric Brown, est-ce que c'est facile de rentrer dans une institution comme le SPVM et l'interroger sur ces pratiques, notamment ces pratiques vis-à-vis, je pense aux populations les plus vulnérables, aux autochtones, aux personnes racisées? Est-ce que la réception est bonne? Moi, je m'attendais à un peu plus de résistance que ce que j'ai obtenu. Ça m'a peut-être un peu déstabilisé aussi parce que moi, j'étais un peu... Je me disais, il va y avoir de la résistance, donc il faut que je me prépare à cette résistance. J'en ai pas rencontré, heureusement d'ailleurs. J'en ai pas rencontré, il a fallu donc que je m'ajuste à ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant, d'abord, je le dis, moi je suis très critique du SPVM dans la démarche aussi. Je trouve que c'est probablement une des organisations parmi celles avec lesquelles j'ai eu à travailler qui est la plus timide au niveau de ses communications. C'est pas, bon, il y a peut-être des raisons policières derrière ça, mais ce n'est pas une organisation qui raconte ses succès. Donc, c'est très difficile de les voir parce qu'ils ne les racontent pas. En passant, juste, vous savez que les succès, ça n'intéresse pas beaucoup les médias, en passant. Voilà, et donc les succès n'intéressent pas les médias, donc c'est à l'organisation elle-même de trouver des façons de raconter ses bons coups, ses bonnes affaires. On parle de cette résistance-là. Au-delà de ça, je dirais que ce que j'ai vécu au cours des 15 derniers mois, c'est qu'il n'y a aucune nouvelle politique qui a été implantée dans l'organisation pour laquelle je n'ai pas été consulté. La dernière, c'est la lutte aux violences faites avec les armes à feu. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'organisation, on m'appelle et on me demande de m'asseoir avec eux, puis de regarder ces politiques-là, de regarder est-ce que ces politiques, non seulement dans leur écrit, dans la façon que c'est déployé sur le terrain, dans la façon que ça va être compris par l'autre, est-ce qu'ils cachent des traces potentielles de discrimination? Alors, pour moi, ça, c'est extrêmement important que cette réflexion-là se fasse. Et ça, pour moi, c'est ça un changement de culture. Je comprends que pour vous, Cyril, pour ceux et celles qui nous regardent, et pour moi-même, c'est très difficile de percevoir un changement de culture parce que ce n'est pas un changement de structure. Un changement de structure, ça se voit. Mais un changement de culture, c'est très, très long. Et les images et une organisation comme la police est prisonnière des événements. Il suffit qu'un événement se produise, qu'il soit discriminatoire, qu'il soit raciste ou basé sur l'origine ethnique, sociale, culturelle, etc., que on a l'impression que tout ce qui a été fait vient d'être effacé d'un seul coup. Parce que c'est ça qui retient l'attention, parce que la mauvaise nouvelle est colportée beaucoup plus rapidement que toutes les autres, que tout ce qu'on a pu réaliser en 15 mois. Le problème, c'est qu'il y a une... Je reviens encore là-dessus, c'est peut-être la perception, c'est peut-être la réalité. Je prends l'exemple parce que vous avez évoqué ça, la situation en ce moment à Montréal où on parle de violence, des tirs, on entend qu'il y a eu des coups de feu quasiment aux 48 heures. Et il y a eu, par exemple, l'opération Centaure qui a été mise en place. Bon, alors, on se dit, ça y est, on va aller mettre fin à cette situation d'insécurité. Sauf que l'impression que nous avons dans la société et dans une certaine frange de la population, c'est qu'on vient chercher les petits, les moyens délinquants. Je ne suis pas un spécialiste en délinquance, là, s'il y a les petits, les moyens, les grands, mais on a l'impression qu'il y a moins d'action de votre part sur ceux qui fournissent, par exemple, ces jeunes en armes et tout. Et donc, ces jeunes, ils sont où? Ce sont les populations noires qui vont se retrouver à Montréal-Nord, qui vont se retrouver à Saint-Léonard, qui vont se retrouver à Saint-Michel. Et c'est là où il y a toujours ce sentiment de profilage racial. On ne travaille pas à identifier une communauté spécifique à une criminalité spécifique. On travaille en fonction des événements. Puis
tous les niveaux sont travaillés. Quand je dis tous les niveaux sont travaillés, alors nous sommes en collaboration étroite et même impliqués directement avec la Sûreté du Québec au niveau du crime organisé de haut niveau. Alors, on a du personnel qui est affecté pour travailler des têtes dirigeantes. On a évidemment du travail qui se fait au niveau du milieu, si on peut, dans le middle, là, si on peut parler, alors du niveau plus structuré. Puis on a des gens qui travaillent au niveau de la rue. Alors, tous les niveaux sont travaillés. Par contre, aujourd'hui, en 2021, travailler un dossier de haut niveau peut demander 1 an, 2 ans de travail pour être capable d'épingler les têtes dirigeantes. Quelques mois pour les gens de niveau de rue, puis encore un 7-8 mois ou moins de 12 mois pour un autre niveau. Alors, il y a du travail énorme qui se fait. Et l'idée n'étant pas d'identifier une communauté spécifique. L'idée est de travailler la criminalité où elle se trouve, aux individus qui sont impliqués, que ce soit, peu importe son origine. Alors, malheureusement, au nombre d'interactions que l'organisation a sur l'île, nécessairement, il peut arriver des situations de comportement discriminatoire ou des perceptions de comportement discriminatoire qu'on a pu expliquer parfois, parce que c'est une enquête qui est en cours, puis bon, etc. Alors, on travaille. Moi, comme dirigeant, mon travail, c'est de m'assurer que les comportements pouvant être discriminatoires n'existeront plus. Alors, c'est pour ça qu'on travaille avec des petits gestes, ça fait avancer, avec des coachs, avec toutes sortes de moyens qu'on met en place pour améliorer nos pratiques, puis s'adapter, mais en même temps, réaliser notre mission d'assurer la sécurité de la population, peu importe l'origine des gens qui sont sur le territoire. Alors, notre préoccupation première, c'est d'assurer la sécurité de la population. Vous croyez vraiment, M. Caron, que les traitements discriminatoires, disparité, je prends un de vos mots, moi j'appelle ça, ce traitement différencié, vous pensez vraiment que ça va disparaître? Plus on va en parler, plus qu'on va être ouvert à en parler, plus qu'on va l'adresser, moins il va en avoir. Est-ce qu'il n'y en aura plus jamais? C'est un souhait ultime, évidemment, mais on y travaille. Puis ne pas en parler, c'est d'admettre. Alors pour nous, c'est important de continuer à faire ce changement-là, puis à l'adresser à nos gens, pour que nos gens puissent évidemment mieux comprendre. Parce que souvent, puis je pense que M. Boiron pourrait rajouter, c'est inconscient. C'est des comportements souvent inconscients qui proviennent de leur personnalité, de la formation. Alors, c'est souvent ce qui arrive, c'est des biais systémiques que des gens, on est des humains, hein? Alors, il y a des biais. Alors, il faut juste faire prendre conscience à nos gens que ce qu'il vient de faire ou ce qu'il a fait, tu pensais que tu allais faire. Alors, c'est long, Il y a quand même 4500 policiers à Montréal, mais il faut persévérer, continuer à travailler, puis tenter à trouver la meilleure façon de rejoindre notre personnel pour continuer à sécuriser la population, puis éliminer ces comportements-là pour être discriminatoires. Je vais encore rester sur ce point-là, parce que vous avez reconnu publiquement le racisme systémique au sein de la police. On peut discuter sur les mots, c'est pas ça le problème. Mais est-ce que des agents qui ont été, entre guillemets, coupables de tel comportement ont été sanctionnés? Est-ce que le sentiment d'impunité vis-à-vis que ces agents ont, est-ce que c'est pas quelque chose de réel? On ne cherche pas à trouver des coupables. Comme organisation, on cherche à améliorer nos interventions, nos interactions avec le citoyen. Puis on ne cherche pas à trouver un coupable, on cherche à identifier des comportements discriminatoires qui, malheureusement, souvent, comme je disais tantôt, sont inconscients. Il y a eu dans le passé, puis il y a encore des causes actuellement où on se parle, qui sont pendantes, soit à la déontologie ou soit devant les tribunaux, des poursuites qu'on a, des poursuites au civil. Et malheureusement, c'est le moyen ultime qu'il faut pour préciser, pour venir expliquer l'intervention. Alors, il y a des jugements favorables, il y a des jugements qui ne sont pas favorables à l'organisation. Mon souhait, c'est qu'il n'y ait plus de poursuites. Mais évidemment, on est dans une société libre, une démocratie, puis les gens, c'est correct qui exigent des explications de l'organisation, parce que dans un système de droit, puis bon, c'est excellent. Mais moi, ma préoccupation, à chaque fois que je vois ça, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer, pour éviter qu'il y ait des comportements discriminatoires?
conscient ou inconscient. Moi, je pense qu'il y a plus d'inconscient que de conscient, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas de conscient. Alors, il y a du travail à faire. Puis s'il y a des gens qui font des choses qui sont à l'encontre du code de discipline de façon volontaire, il y a des sanctions qui existent pour ça, puis il y a un code de déontologie, puis il y a des poursuites en déontologie qui se font à ce niveau-là. Alors, mon souhait ultime, c'est qu'il y en ait de moins en moins. On approche de la fin de notre entretien, puis je voudrais parler de l'aspect social. Est-ce que plus de social dans la police, quand je dis plus de social, on se comprend, intervention, est-ce que c'est quelque chose, la police dans son ensemble, c'est l'institution police, est-elle réfractaire à cela? Pas du tout. Alors, on est ouvert, on est prêt à accueillir un nombre, X nombre de travailleurs sociaux ou de travailleurs de rue. On a déjà des équipes mixtes que vous connaissez, qui sont connues, évidemment, Emery, ESUP. On commence maintenant, comme je disais tantôt, des équipes de concertation communautaire, de rapprochement. Ce qu'on souhaite avec ces équipes-là, c'est d'être en association, en collaboration, en partenariat avec les organismes du milieu, puis travailler ensemble pour une meilleure cohabitation sociale, puis une meilleure sécurité urbaine. Alors, la police, elle seule, n'arrivera jamais à tout faire. Par contre, on est un acteur important dans un milieu, puis on le sait, puis on veut jouer notre rôle, mais on attend des gens de la santé, on attend des services sociaux, on est prêt à les accueillir, puis on est prêt à travailler. Alors, il faut juste avoir la capacité de travailler avec eux, puis travailler avec les organismes. Là, ce qu'on fait actuellement, l'équipe qu'on déploie, on se rapproche des organismes pour être en interrelation au quotidien avec eux. Puis on va améliorer un milieu de cette façon-là si tous ensemble on travaille dans le même sens. Que dit le sociologue? D'abord, je veux revenir sur une expression, un mot qui a été utilisé par vous deux dans la dernière section de cette entrevue. C'est la question des comportements. Moi, dans mon travail avec le SPVM, je ne suis pas venu faire la chasse aux racistes. Moi, je le dis, il n'y a personne qui se déclare raciste publiquement, encore moins devant moi quand j'arrive. D'accord? Donc, c'est pas ça qui a été le cœur de mon mandat. C'est de faire comprendre aux gens que j'ai rencontrés qu'il y a des comportements qui sont discriminatoires. Ça peut être la misogynie, l'homophobie, le racisme. Il y a des comportements qui sont discriminatoires, mais malheureusement, on ne remet pas ça en question parce que dans la culture de l'organisation, on a toujours fait ça comme ça. C'est ça l'idée, de dire, est-ce qu'on peut arrêter de faire ça? Mais pour qu'on arrête de le faire, il faut être prêt à la remise en question. Et c'est ce que je suis venu faire avec les cadres, entre autres, de faire des conversations avec eux. Et quand je fais ces conversations, la dernière chose dont je parle, c'est du racisme. Je parle d'abord de misogynie, je parle d'homophobie. Et quand j'arrive pour parler du racisme systémique ou de racisme institutionnel, je parle d'abord du rapport entre les Canadiens français, entre les Québécois et le Canada anglais. Parce qu'en arrivant sur ces angles-là, eh bien, ça déculpabilise les gens. C'est extrêmement important, si on veut provoquer un changement, de déculpabiliser les gens. Parce qu'en réalité, la personne qui a un comportement raciste n'est pas nécessairement raciste. Parce que ce comportement est totalement involontaire. Cependant, si l'organisation ne fait pas des changements, et que l'ensemble de ces comportements se reproduisent à l'intérieur de l'organisation, c'est là que ça devient systémique. Et c'est là que la multiplication des comportements fait qu'une personne qui n'est pas raciste peut le devenir. Parce qu'il vient intégrer la culture que l'organisation lui donne en héritage. Donc l'idée de dire on peut repenser un ensemble d'événements qui se produisent à l'intérieur de l'organisation, un ensemble de commentaires, de petits propos, de jokes, de blagues qu'on croit bienveillants parfois. Qu'on croit bienveillants, c'est une bonne façon de commencer une conversation, etc. Et moi, je dis aux gens, si vous me dites quelque chose à moi, si vous me faites un commentaire à moi que vous ne pouvez pas faire à n'importe qui, posez-vous des questions sur ce commentaire, à savoir s'il n'est pas discriminatoire. Et quand je termine mes rencontres avec les cadres, je leur dis, et je vais vous dire la même chose à vous, Cyril, racontez cette rencontre que vous avez eue avec M. Caron et moi, sans jamais mentionner qu'il est blanc et que je suis noir, que un est gay, l'autre est hétérosexuel, un est femme, l'autre est homme, etc., sans
utiliser les variables discriminatoires. Donc, dans nos conversations, c'est ce que j'adresse avec les cadres supérieurs. Comment est-ce que dans vos rapports avec l'autre, vous pouvez éliminer ces variables-là? Et en éliminant ces variables-là, vous éliminez déjà des probabilités de vous faire traiter de raciste, de misogyne ou d'antisémite, etc. Je comprends que le travail qui reste à faire, c'est que le SPVM sorte de sa timidité communicationnelle, notamment vers ces populations vulnérables qui ont encore... quand je dis perception, quand je parle de perception à ces populations-là, elles me disent non Cyril, ce n'est pas de la perception, c'est de la réalité. Nous sommes discriminés par la police, donc il y a ce travail à faire. Je vais finir avec vous, Monsieur Caron, pour poser une question plus générale. Vous êtes le directeur de la ville, le directeur du service de police de la ville de Montréal. En ce moment, est-ce que Montréal est sécuritaire? Oui, Montréal vit actuellement. Montréal est sécuritaire. Malheureusement, Montréal vit une période intense d'insécurité par rapport aux armes à feu. Et on déploie tous les efforts actuellement avec le personnel qui est très engagé et mobilisé à enrayer cette situation-là, à arrêter des gens pour cesser que surviennent ces événements-là, ces événements malheureux. Toronto a vécu depuis plusieurs années, vit cette situation-là. Ottawa, Montréal, malheureusement, depuis 2019, est confronté à cette situation-là. C'est un phénomène sociétal. Et je crois que la réponse policière est importante, mais la prise en charge des différents milieux et des différentes communautés par l'ensemble des intervenants est essentielle à la résolution de cette situation-là. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous deux. Merci, Monsieur Caron, de nous avoir accueillis, je dis encore ici, dans ce quartier général du service de la ville de Montréal, où vous avez dit, c'est notre quartier général à tous. Je ne peux pas clore cet entretien sans dire que c'était la première fois que moi je rentrais ici. Et quoi qu'on dise, ça reste une bâtisse relativement impressionnante quand même. Mais merci de nous avoir accueillis ici, puis hâte que ces recommandations soient palpables sur le terrain. Merci à vous. Avec plaisir.